Je suis rentré chez moi plus tôt que d'habitude cet après-midi-là à Columbus, dans l'Ohio. À peine avais-je franchi le seuil que j'ai entendu ma sœur parler au téléphone dans le salon. Sa voix était si froide que je me suis figé. Elle n'imaginait pas que j'étais là, à quelques pas seulement, à écouter chaque mot. Oui, j'ai saboté les freins. On se voit à ses funérailles demain. J'ai eu le sang glacé. Mes jambes flageolaient, mais je n'ai pas fait un bruit. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité pour la confronter. Au lieu de cela, j'ai reculé silencieusement, je me suis éclipsé par la même porte que celle par laquelle j'étais entré et j'ai marché d'un pas assuré vers ma voiture, même si mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait m'entendre. Mes pensées s'emballaient. Elle venait d'avouer avoir saboté mes freins et avoir prévu de faire passer ma mort pour un simple accident. Soudain, tout s'est éclairé. Son insistance pour que j'utilise ce SUV en particulier, qu'elle m'avait emprunté quelques jours auparavant. Sa suggestion désinvolte de faire un long voyage en voiture bientôt. Tout cela faisait partie du plan. Je me suis garé 2 rues plus loin, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé une dépanneuse de confiance. À leur arrivée, j'ai donné des instructions claires. Emmener le SUV directement chez ma sœur et le déposer devant sa porte. J'ai écrit un petit mot, je l'ai plié avec les clés et je l'ai remis au chauffeur. Donnez ceci à celui qui répondra. Dites-lui que c'est un cadeau de sa femme. Le chauffeur a haussé un sourcil, puis a acquiescé. Tandis que la dépanneuse s'éloignait avec la voiture qui aurait dû me coûter la vie, je suis resté sur le trottoir à attendre. Avant de vous raconter la suite, rendez-moi un grand service. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Laissez un like si vous êtes déjà accro, et dites-moi en commentaire de quelle ville vous me suivez. Cela m'aide vraiment à continuer de vous faire partager ces histoires vraies. Revenons à notre histoire. J'ai grandi à Columbus, dans l'Ohio, et ma famille a toujours vécu près du campus de l'Université d'État de l'Ohio, où mon père était professeur et ma mère gérait une petite agence de location d'appartements étudiants. Tout a basculé lorsque mes parents sont décédés subitement dans un accident de voiture il y a quelques années, laissant derrière eux un patrimoine conséquent comprenant la maison principale, plusieurs appartements locatifs assurant un revenu régulier et un fonds de fiducie d'environ $800 000, principalement investis dans des actions sûres. Mon père a veillé à ce que le testament me désigne, moi, Regan Blake, comme unique exécutrice testamentaire, car il savait que mon poste dans la finance à la banque locale me donnait les compétences nécessaires pour tout gérer sans accroc. Ma mère a donné son accord lors des dernières réunions de famille, expliquant qu'elle me faisait confiance pour assurer la stabilité financière de tous. J'ai pris ce rôle très au sérieux, vérifiant les relevés bancaires chaque mois, payant les factures à temps et ne débloquant des fonds que pour les besoins approuvés, tels que les réparations ou les urgences. Ma sœur, Savannah, a commencé à manifester sa frustration presque immédiatement lors de la première réunion de gestion au cabinet d'avocats. Elle a croisé les bras, s'est penchée en avant et a déclaré « Regan, c'est absurde. Je devrais recevoir ma part d'avance au lieu d'attendre ton approbation à chaque fois. » Je lui ai expliqué que ces règles découlaient directement des instructions de papa pour protéger le patrimoine à long terme, mais elle a levé les yeux au ciel et grommelé, se plaignant de l'impression d'être contrôlée. La semaine prochaine, autour d'un café, a-t-elle lancé, insistant, « Je me détendrai, la vie est trop courte. Allez, Regan. Envoie-nous juste $20 000 pour une nouvelle cuisine. On mérite bien de belles choses après ce que maman et papa ont traversé, » a-t-elle insisté en remuant vigoureusement sa boisson. Je lui ai rappelé que la fiducie limitait les retraits importants pour éviter tout risque. Malgré tout, elle a raccroché, est partie en trombe et a prétendu que j'agissais comme leur représentante. Quand nous étions enfants, nous partagions tout, des secrets de nos premiers amours de lycée aux virées nocturnes sur le campus, à rire des blagues nulles de papa. Nous faisions équipe contre les brutes, construisions des cabanes dans le jardin et nous nous étions promis de toujours nous soutenir, quoi qu'il arrive. Ces jours-là semblaient indestructibles, maman préparant des biscuits pendant que nous imaginions notre avenir dans la cuisine. Les choses ont peu à peu changé après les funérailles. Savannah a cessé de venir au dîner de famille, prétextant un stress professionnel intense. Bien que nous sachions toutes les deux que son travail de commercial était bien rémunéré, elle a cessé d'appeler quotidiennement, préférant lui envoyer des SMS remplis de plaintes concernant l'argent, et ne venait que rarement la voir, abusant ainsi de sa confiance. J'ai essayé de la joindre en lui apportant des plats à emporter, mais elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable et m'a dit « Regan, laisse tomber. Je sais que tu prends juste de mes nouvelles. » Puis, Savannah a épousé mon beau-frère, Chase, un ingénieur talentueux d'une entreprise voisine, lors d'une cérémonie expéditive à la mairie. Rayonnante au début, elle publiait des photos partout. Mais les conversations ont rapidement tourné au vinaigre. Chase et moi, on ne peut même pas rénover la salle de bain parce que tes règles bloquent l'argent.
s'est-elle plainte un soir au téléphone, sur haut-parleur, tandis que Chase restait silencieux. Chase acquiesçait pendant leur visite. Mais Savannah dominait, insistant de plus en plus. Vous vivez confortablement? Pourquoi nous n'aurions pas droit à la même liberté? A-t-elle sifflé lors d'une fête de Noël, agitant sa fourchette pour appuyer ses propos, tandis que les proches se sentaient mal à l'aise. Je suis resté calme et j'ai répété les termes du testament. Malgré cela, elle s'est levée brusquement et a déclaré que le système était injuste avant de faire irruption dans la cuisine. Ces disputes ont fait monter la tension mois après mois, Savannah m'envoyant des SMS tard le soir avec des exigences comme « Approuve le fonds pour les vacances maintenant ou c'est fini ». J'ai tout transmis à l'avocat pour la documentation. Je ressentais le poids des attentes de mon père tandis qu'elle me faisait passer pour la méchante auprès de nos amis communs. Son ressentiment était évident dans chacune de ses paroles acerbes et elle évitait les câlins, transformant ce qui était autrefois un lien fraternel en lutte silencieuse constante à propos d'argent. Quelques semaines plus tôt, Savannah m'avait envoyé un SMS sans prévenir, me demandant de lui prêter mon nouveau SUV car sa voiture avait besoin de réparations imprévues au garage. Regan, merci. Ce n'est que pour quelques jours. Le mécanicien m'a fait un devis pour 2 semaines et j'ai des rendez-vous clients partout en ville, avait-elle écrit, ajoutant une série d'émojis suppliants. J'ai accepté et lui ai laissé les clés ce soir-là, pensant que cela lui faciliterait la tâche. Quand elle a ramené le SUV 3 jours plus tard et s'est garée dans mon allée en klaxonnant brièvement, la première chose qui m'a frappé, c'est sa propreté impeccable, à l'intérieur comme à l'extérieur. Savannah laissait généralement traîner des râpeurs, des gobelets de café ou des sacs de course partout, mais cette fois-ci, les sièges étaient aspirés, le plancher impeccable et même le tableau de bord nettoyé. Elle est sortie de la voiture avec un grand sourire, m'a tendu les clés et m'a dit « Merci beaucoup. Elle roule comme un charme. Tu devrais vraiment prendre celle-ci comme voiture de tous les jours à la place de cette vieille berline. » Je l'ai remerciée d'un air détaché, mais ses remarques m'ont marqué car elle les a répétées 2 fois la semaine suivante. Pendant un déjeuner rapide, elle s'est penchée par-dessus la table, a pointé du doigt mon trousseau de clés et a insisté. Sérieusement, Regan vend la berline alors que le SUV est bien plus agréable à conduire, surtout sur l'autoroute. Puis, dans un message de groupe, elle a ajouté « Tu ferais des économies d'essence aussi, change tout de suite ». Son insistance m'a paru déplacée car elle ne s'était jamais autant souciée de mes véhicules auparavant. Ce schéma s'est répété jusqu'à ce qu'un après-midi, Savannah vienne me rendre une veste. Emprunté. Après son départ, bavardant joyeusement de ses projets pour le week-end, je suis resté dans la cuisine, fixant le SUV garé dehors. Son insistance, combinée à la propreté inhabituelle du véhicule, m'a intrigué et j'ai décidé d'aller seul au garage. J'ai ouvert la porte, me suis accroupi et j'ai éclairé le dessous avec la lampe de mon téléphone. J'ai vu des gouttelettes d'huile fraîche former de petites flaques sur le béton, et une légère odeur d'essence flottait dans l'air. J'ai eu un pincement au cœur en me redressant, en m'essuyant les mains sur mon jean, et je me suis demandé ce qui avait bien pu causer cela si peu de temps après son passage. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai cherché le numéro de Jed Arlan, le mécanicien de confiance de notre famille depuis des années, et je l'ai appelé dans la pénombre du garage. Jed, c'est Regan Blake. Tu peux passer ce soir? Il y a une fuite sous mon SUV et j'ai besoin de le faire vérifier rapidement, ai-je expliqué, gardant une voix calme malgré mon anxiété grandissante. Jed arriva dans l'heure, fit rouler sa caisse à outils sur le sol et souleva la voiture sans tarder. Il travailla en silence, se glissant d'abord dessous avec une lampe torche, puis ressortant pour s'essuyer les mains, le visage grave. Regan, les conduites de frein sont presque propres, intentionnellement endommagées avec un outil pointu pour casser sous la pression, dit-il en me montrant les dégâts de près. Il pointa plus bas et ajouta. Plusieurs boulons de roue se sont desserrés volontairement, et le collier d'échappement aussi. Ce ne sont pas des problèmes d'usure normale. Quelqu'un voulait que cette voiture ait un accident. Ce soir-là, après le départ de Jed, je restais assis seul dans le salon, repassant en boucle ses paroles sur les dégâts intentionnels, tandis que les souvenirs des dernières années s'éclaircissaient avec une clarté douloureuse. Savannah avait commencé à me reprocher ouvertement tout cela juste après la réception chez les proches, lorsqu'elle m'avait interrogé sur les détails de la succession autour d'un café dans la salle à manger. Elle m'a prise à part dans le couloir et m'a chuchoté sèchement. « Regan, tu t'accroches trop. Papa voudrait qu'on partage tout équitablement maintenant, pas que tu décides toute seule. » Son ton était si tranchant qu'il a percé le brouhaha matinal tandis que je restais là, sous le choc, essayant d'expliquer calmement la procédure légale. Lors du barbecue familial suivant, organisé dans le jardin d'un cousin, elle a éclaté de rire devant tout le monde et a déclaré « Ma sœur se prend pour la directrice de la banque qui nous verse une allocation hebdomadaire à vie », tout en faisant circuler des saladiers autour de la table de pique-nique, les agitant pour appuyer ses propos.
Le groupe a gloussé maladroitement et a rapidement changé de sujet, mais ses paroles ont persisté, me faisant passer pour une personne avide alors que je ne faisais que suivre les directives strictes de l'avocat pour éviter les impôts et les erreurs. J'ai répondu doucement par-dessus la table. Ce n'est que temporaire, le temps que la succession soit définitivement réglée. Malgré tout, Savannah a souri et a levé les yeux au ciel de façon théâtrale pour que les autres le remarquent, transformant l'instant en une véritable performance. Quelques mois plus tard, Savannah m'a emprunté ma veste en cuir préférée pour un dîner d'affaires et me l'a rendue le week-end suivant avec une grosse tache d'encre sur la manche qui avait complètement abîmé le tissu. Oups, Reagan. Elle a coulé dans mon sac. Désolée, a-t-elle dit en haussant les épaules nonchalamment au-dessus de son café, avant de le verser délicatement sur le comptoir de ma cuisine. Tu peux bien la remplacer, vu ton pouvoir de décision. Pas de quoi en faire un drame. J'ai passé l'après-midi à la frotter sans broncher, sachant que la confrontation ne ferait qu'empirer les choses. Mais l'incident s'est répété, de façon plus discrète. Le cordon de mon robinet s'est mystérieusement effiloché après sa visite, le rendant inutilisable. Ma tasse préférée s'est ébréchée après qu'elle l'ait utilisée lors d'une dispute à propos d'argent, prétendant qu'elle lui avait glissé des mains. Ces incidents se sont accumulés silencieusement jusqu'à ce que je cesse de les ignorer, surtout maintenant que la confirmation du mécanicien résonnait dans ma tête, donnant un sens à chaque petit incident. J'ai attrapé mon téléphone sur la table basse, j'ai cherché mon ami Kendall Ross, et j'ai appuyé sur le bouton d'appel tout en traversant lentement le tapis, incapable de rester en place. Kendall, il faut que je te raconte tout. Les freins du SUV ont été sabotés et le véhicule était braqué droit sur Savannah. J'ai commencé à lui raconter les détails, des fuites d'huile aux conclusions exactes de Jed, sans reprendre mon souffle, la voix tremblante à mesure que la réalité me frappait de plein fouet. Kendall est restée silencieuse et a écouté, puis a pris la parole prudemment quand j'ai eu fini. Reagan, ça a l'air dangereux. Tu ne peux pas l'accuser comme ça. Elle va nier et monter les gens contre toi plus vite que tu ne le penses. Elle a insisté sur la prudence. Rassemble d'abord des preuves concrètes, comme des photos, des rapports, ou quelque chose d'incontestable pour te protéger juridiquement avant de dire un mot. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, analysant les possibilités avec elle, lui posant des questions comme « As-tu des anciens messages ou des emails qui montrent sa colère à propos d'argent et qui me font réfléchir de manière pragmatique tout en confirmant à quel point je me sens trahi ?» Vers la fin de la conversation, Kendall a suggéré une idée audacieuse qui m'a fait mettre un terme à mes hésitations. Envoie la voiture endommagée chez elle demain. Demande à Chase d'ouvrir la porte avec un mot disant que c'est un cadeau de sa femme, a-t-elle suggéré d'une voix calme mais ferme, ajoutant « Ça règle le problème de leur aller sans risquer une dispute immédiate. » J'y ai réfléchi et j'ai répondu « Ça l'oblige à affronter Chase directement, sans moi au milieu. Il doit voir la vérité par lui-même avant qu'elle ne la déforme. » Nous avons passé en revue les détails, comme le texte exact du message, le moment précis, et même la possibilité de faire filmer la livraison par le chauffeur, avant de raccrocher. J'avais l'impression qu'un plan prenait forme et que je reprenais enfin le contrôle. Le lendemain matin, je me suis réveillé déterminé à mettre à exécution le plan que Kendall et moi avions élaboré la veille, sans me laisser le temps de remettre quoi que ce soit en question. Assis à la table de la cuisine, un café à la main, j'ai écrit un petit mot sur une feuille blanche que j'ai soigneusement enroulée autour des clés du SUV, afin que le message reste clair et direct, sans laisser place aux malentendus. Chase, cette voiture est un cadeau de ta femme. Amuse-toi bien à l'expliquer. Ces mots, lus de ma belle écriture, brefs mais percutants, ont un sens profond. J'ai appelé la même dépanneuse qu'hier. J'ai parlé calmement au répartiteur et donné des instructions précises. Il faut que le SUV noir de mon garage soit conduit à cette adresse aujourd'hui. Que le chauffeur remette les clés et le mot directement à celui qui ouvre la porte. J'ai expliqué, en donnant lentement l'adresse complète de Savannah pour plus de précision, et j'ai ajouté, si possible, filmer la remise des clés pour mes archives. Le répartiteur a confirmé le milieu de la matinée et m'a assuré que le chauffeur serait là à l'heure précise, ce qui me donnait une preuve supplémentaire. J'ai attendu à l'intérieur, occupé à consulter mes emails tout en jetant un coup d'œil à l'horloge, jusqu'à ce que l'heure d'arrivée prévue soit dépassée. La tension montait à chaque minute de silence. Le chauffeur m'a finalement envoyé une courte vidéo montrant la dépanneuse garée devant la maison de Savannah, dans cette rue tranquille de banlieue. Chase ouvrit la porte, vêtu d'une tenue décontractée de week-end. D'abord perplexe, il vit le chauffeur lui remettre l'enveloppe et les clés, expliquant que la livraison, effectuée nonchalamment à cette adresse par le propriétaire enregistré, comportait des instructions précises. Chase déplia le mot sur le perron et le lut lentement à la lumière du matin. Son expression passa d'une légère curiosité à un choc total en quelques secondes, tandis que les mots faisaient leur chemin.
Il leva les yeux vers le SUV, toujours chargé sur la benne, puis les baissa de nouveau vers le papier, pâlissant. Visiblement et serrant l'enveloppe plus fort. Il sortit aussitôt son téléphone, composa un numéro en tapotant rapidement, fit les 100 pas dans l'allée, parlant d'une voix urgente dès que l'appel sonna. « Savannah, rentre tout de suite. Il y a une dépanneuse devant la voiture de Regan et un mot qui dit que c'est de ta part. De quoi s'agit-il » Savannah arriva chez elle une vingtaine de minutes plus tard et se gara si vite que ses pneus crissèrent légèrement sur l'asphalte. Elle sauta de la voiture et attrapa précipitamment son sac. « Chase Dousman. Quel est le problème avec cette histoire de livraison de voiture ?» Elle fit un geste de la main, comme pour dédaigner le camion, essayant de minimiser la situation en riant légèrement, tout en s'approchant rapidement. Chase brandit le mot et le lui fourra sous le nez. « Lis à toi-même. Il est écrit. La voiture est un cadeau de ta part. Explique-toi tout de suite, car le chauffeur a évoqué un possible sabotage. » Savannah parcourut rapidement le papier du regard. Son sourire forcé s'effaça aussitôt qu'elle buta sur sa première réponse. C'est clairement un malentendu. Regan réagit de façon excessive à une broutille et se calme avant que les voisins ne s'en aperçoivent. Chase l'interrompit, la voix s'élevant sous l'effet de la frustration. Une broutille. Le chauffeur a dit que les experts avaient constaté des dommages intentionnels au frein. Ce n'est pas normal. Savannah, dis-moi franchement ce que tu sais. Savannah se décala et regarda nerveusement le camion. Je l'ai emprunté, certes, mais je n'ai rien touché. Le garage a peut-être fait une erreur. Arrête de tirer des conclusions hâtives. Chase insista, se rapprochant et lui barrant légèrement le passage. Le mot te vise directement. Et maintenant, des dégâts intentionnels. Tu ne comprends pas vraiment. Savannah haussa le ton, sur la défensive, et croisa les bras. Regan a toujours été autoritaire. Elle fait sûrement tout ça pour me faire passer pour la méchante. Crois-moi, ce n'est pas son histoire. Chase secoua la tête et se frotta le front. C'est complètement faux, Savannah. Il faut qu'on lui parle en face, tout de suite. 2 heures plus tard, j'envoyai un simple SMS à Savannah et Chase pour leur demander de venir immédiatement, car un problème de confiance urgent devait être discuté de vive voix sans délai. Je restai volontairement neutre, sans donner le moindre indice sur la véritable raison, tout en préparant le salon. J'installai mon ordinateur portable sur la table basse, prêt à écouter les fichiers. Chase répondit, confirmant d'abord leur arrivée imminente, puis Savannah lança sèchement. Ils arrivent. C'est quoi l'urgence? Sans plus de questions, ils se garèrent ensemble dans mon allée et sortirent de la voiture, le visage crispé, tandis que j'ouvrais la porte avant de frapper. Savannah entra la première, afficha un air soucieux et se précipita vers moi pour me serrer rapidement dans ses bras. « Regan, tu nous as fait peur. Que se passe-t-il? Tout va bien à la ferme ?» demanda-t-elle d'une voix plus forte que d'habitude, tout en jetant des coups d'œil nerveux autour d'elle. Chase suivit plus discrètement, restant près de la porte. Il hocha la tête pour nous saluer, mais demeurant silencieux et nous observant attentivement. Je leur fis signe de s'asseoir sur le canapé et refermer la porte derrière eux avant de m'installer dans le fauteuil. « Asseyez-vous. Il faut qu'on parle de quelque chose de grave et urgent, » dis-je d'une voix calme. Malgré l'adrénaline qui montait en elle à l'idée d'affronter enfin la situation de front, Savannah resta assise au bord du canapé et répéta rapidement. « Sérieusement, Regan, tu m'inquiètes. Dis-moi ce qui ne va pas. » Ses mains s'agitèrent sur ses genoux tandis que Chase s'asseyait à côté d'elle, l'air d'attendre quelque chose. J'ai ouvert l'ordinateur portable, tourné l'écran vers eux et lancé la vidéo de surveillance du garage, enregistrée clairement cette nuit-là, plusieurs semaines auparavant. On y voyait Savannah arriver en retard avec un homme que j'ai identifié comme son associé, Marc Xavier. Tous deux étaient accroupis sous le SUV, outils à la main, travaillant intensément sous le châssis pendant plusieurs minutes avant de s'éloigner silencieusement. Le visage de Savannah a disparu. Elle s'est penchée en avant, le regard fixe. « Où as-tu trouvé ça? Ce n'est pas ce que ça paraît. » Elle a balbutié, la voix légèrement brisée, serrant la coudoir. J'ai mis la vidéo en pause, suis passé à l'enregistrement audio de la conversation téléphonique interceptée et l'ai diffusé à un volume élevé pour que chaque mot résonne clairement dans la pièce. Oui, je me suis déjà occupé des lignes. Ça aura l'air d'une usure normale. Sa voix, froide, résonna dans le haut-parleur, ce qui mit Chase mal à l'aise et le força à la fixer droit dans les yeux. J'ai ensuite sorti le rapport imprimé de Jed Harland et l'ai poussé sur la table. Il détaillait les conduites de frein sectionnées, les boulons desserrés et la manipulation intentionnelle du pot d'échappement, le tout documenté de façon professionnelle. Savannah se leva brusquement et secoua la tête. « C'est dingue, Regan. Tu déformes tout pour me faire passer pour la méchante, » cria-t-elle en pointant l'écran d'un air accusateur, sa respiration s'accélérant visiblement.
Chase prit le rapport et le parcourut rapidement. Savannah, il est écrit sabotage intentionnel. Explique-moi comment cette vidéo te montre, toi et un type, sous la voiture de Regan, la nuit. Demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. Savannah fit quelques pas, les mains tremblantes, avant de s'arrêter net. Bon, d'accord, oui, je l'ai fait. On était criblé de dettes à cause des transactions immobilières qui ont mené Mark à la faillite. Plus de 300 000 $ partis en fumée du jour au lendemain, admit-elle, la voix brisée par l'émotion, les larmes aux yeux. Elle se tourna vers moi. Ton assurance vie me désigne comme bénéficiaire. 800 000 $ suffirait à tout régler et à nous permettre de repartir à zéro. Tu as cet argent dans le fonds de fiducie. Tu n'en as pas besoin comme nous. Chase se leva lentement, le visage durci, et recula vers la porte. Tu as prévu de laisser Regan mourir pour de l'argent et de m'entraîner dans ce pétrin sans un mot? Dit-il, la voix brisée par l'incrédulité, secouant la tête à plusieurs reprises. Savannah se jeta sur lui et lui attrapa le bras, désespérément. Chase attends. C'était pour nous. S'il te plaît, ne pars pas. Je peux arranger ça. Elle le supplia, les larmes coulant à flot tandis qu'elle tirait plus fort. Chase se dégagea brusquement. On s'en va. Savannah, j'appelle mon avocat ce soir, dit-il froidement, sortant en claquant la porte derrière lui tandis que son pick-up démarrait quelques secondes plus tard. Savannah s'est effondrée sur le canapé, en proie à un chagrin hystérique. Regan, dis-moi que ce n'est pas si grave. On peut arranger ça en famille, a-t-elle supplié en tendant la main vers moi. Mais je me suis éloignée calmement et les regardai s'effondrer. Finalement, elle a pris son sac, a titubé jusqu'à sa voiture, toujours en pleurs, et a quitté la maison discrètement pour la première fois depuis des années. Dans les semaines qui ont suivi, Chase a agi rapidement, déposant une demande de divorce auprès du tribunal de district local, invoquant des différends irréconciliables et joignant des copies du rapport de police initial à l'appui de sa demande. Il est revenu à la maison un soir tranquille, a garé sa camionnette chargée de cartons vides, et passé devant Savannah dans le couloir sans un mot alors qu'elle demandait doucement. « Chase, pouvons-nous en parler calmement avant que tu ne prennes tout ?» Il a continué à emballer des chemises et des livres du placard et a répondu sèchement. « Parler ne changera rien à ce que tu as prévu. »« Savannah, je déménage ce soir, » ai-je dit avant de charger le dernier chargement dans la camionnette et de m'éloigner dans la rue qui s'assombrissait. Les problèmes financiers de Savannah ont commencé presque immédiatement avec l'arrivée de lettres de la banque exigeant le paiement immédiat de prêts impayés liés aux transactions immobilières ratées qu'elle avait dissimulées. Les appels de recouvrement étaient incessants. Des agents laissaient des avis de retard de paiement hypothécaire, menaçant de saisie si les soldes n'étaient pas réglés rapidement. Un après-midi, la voix tremblante, elle a tenté de négocier un délai de paiement par téléphone. « J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le marché va se redresser. » Mais le représentant l'a interrompu sèchement, lui indiquant que des poursuites judiciaires seraient engagées en cas de non-paiement, la laissant bouche bée. J'ai déposé une plainte officielle au commissariat de police de Columbus et fourni des copies imprimées du rapport vidéo du garage établi par le mécanicien et de l'enregistrement téléphonique pour leur dossier. Le lendemain matin, les inspecteurs chargés de l'affaire m'ont convoqué à mon domicile pour un entretien de suivi. Ils ont visionné les images sur mon ordinateur portable et m'ont posé des questions précises, comme « Savannah avait-elle accès au véhicule pendant la période indiquée ?» Ils ont rapidement obtenu des mandats d'arrêt, fouillé ses appareils et découvert des messages avec Mark qui détaillaient les étapes du sabotage et correspondaient parfaitement à la chronologie de la vidéo. Mark a été arrêté à son bureau du centre-ville pendant sa pause déjeuner. Les policiers lui ont lu les chefs d'accusation de complot et de fraude liés au fonds d'un client, dans le cadre du même projet qui avait échoué, sous le regard horrifié de ses collègues. Les médias locaux ont relayé l'affaire, mentionnant brièvement son lien avec Savannah, ce qui a incité son avocat à lui recommander d'accepter une négociation de peine. Savannah a comparu devant le tribunal pour sa mise en accusation, vêtue simplement, et a d'abord plaidé non coupable, mais s'est effondrée lorsque sa demande de libération sous caution a été refusée. Tout cela n'est qu'une erreur. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, a-t-elle déclaré au juge, la voix tremblante, tandis que les policiers l'emmenaient. L'accusation a constitué un dossier solide, présentant des témoignages d'experts sur les blessures ainsi que les SMS coordonnés qui prouvaient l'intentionnalité sur plusieurs semaines. Savannah a changé son plaidoyer en cours de procès, plaidant coupable en échange d'une réduction de peine. Son avocat a plaidé le désespoir dû aux dettes. Elle a agi sous le coup de la panique financière, et non par malice, a-t-il déclaré, assis en silence et évitant le regard du public. Le juge a prononcé la sentence, la condamnant à 12 ans de prison pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui avec préméditation, et a immédiatement ordonné sa mise en détention. Savannah, menottée,
laissait couler des larmes silencieuses sur son visage. Un an plus tard, je me suis installé dans une routine à Columbus, plus stable que tout ce que j'avais connu auparavant. Le chaos avec Savannah s'est alors pleinement dissipé. J'ai conservé mon emploi à la banque, j'ai été promu analyste senior, et je passais en revue quotidiennement les portefeuilles clients tout en gérant le fonds familial avec des mesures de sécurité renforcées, comme des audits réguliers et des règles de bénéficiaires mises à jour. Mes collègues ont remarqué le changement pendant les pauses déjeuner. L'un d'eux m'a demandé « Regan, tu as l'air plus détendu ces derniers temps. Quel est ton secret ?» J'ai souri et j'ai simplement répondu « J'ai enfin donné la priorité à ma propre tranquillité plutôt qu'à la résolution des problèmes des autres. » Mes week-ends étaient remplis de projets concrets au lieu d'attendre des appels qui n'arrivaient jamais. En retrouvant des amis pour un café ou des promenades dans les parcs environnants, j'ai renoué des liens que j'avais négligés pendant ces années tendues. Kendall passait souvent prendre des plats à emporter pour nos soirées cinéma sur le canapé, où l'on riait des drames du travail. Elle me disait « Tu mérites bien cette tranquillité après tout ce que tu as géré comme une pro. » J'acquiesçais, reconnaissante de son soutien indéfectible, même dans les moments les plus difficiles. J'organisais des petites réunions chez moi, j'invitais des collègues à des barbecues sur la terrasse et je partageais nos projets de voyage ou de nouvelles recettes, sans que les exigences familiales ne planent sur nos conversations. Un soir, une nouvelle collègue du bureau a levé son verre et porté un toast à des limites plus claires et à une meilleure compagnie, ce qui a déclenché des applaudissements. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids de l'isolement s'envoler. Toutes les lettres et tous les messages de Savannah finissaient directement à la poubelle sans être ouverts. Je bloquais les numéros et rappelais ceux qui ne répondaient pas après plusieurs tentatives. Un jour, je suis passé par hasard devant son ancien appartement, remarquant le panneau « Loyer à payer ». Mais j'ai continué ma route sans ralentir, choisissant de tourner définitivement la page. Lors d'une visite, Kendall m'a demandé « As-tu eu de ces nouvelles ?» Et j'ai secoué la tête fermement. « Non, et je n'ai pas l'intention de le faire. C'est le choix le plus sain que j'ai jamais fait. » Avec le recul, cette expérience m'a appris à faire confiance à mon intuition, à ce pressentiment que quelque chose clochait, au lieu de l'ignorer pour préserver la paix. Rassembler des preuves calmement et laisser la justice suivre son cours m'a protégé d'une manière qu'une confrontation seule n'aurait jamais pu faire. L'avidité peut détruire même les liens familiaux les plus forts, transformant l'amour en ressentiment lorsque l'argent prend le pas sur les personnes. Écoutez toujours votre instinct si vous avez l'impression que vos relations sont déséquilibrées ou toxiques, car ignorer les signaux d'alarme ne peut qu'engendrer de plus grandes souffrances. Protégez-vous avec des faits et des lois lorsque c'est nécessaire, car se fier uniquement aux liens du sang ne suffit pas face à de véritables menaces. La paix véritable vient de la mise en place de limites claires dès le départ et du fait de s'entourer de personnes qui les respectent sans hésitation. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné tout au long de ce récit. Savoir que vous m'avez écouté jusqu'au bout me touche profondément. Si quelque chose vous a interpellé ou si vous avez vécu des difficultés familiales similaires, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions ou vos expériences. Vos témoignages aident les autres à se sentir moins seuls. Continuons donc la conversation ensemble.